L'écho, c'est clair sur BFM Business. Fabrice Lundi reçoit les décodeurs de l'écho. Alors il paraît qu'on a vécu un jour historique aujourd'hui, jeudi 11 février, un jour exceptionnel pour le monde scientifique. Et là, je vais vous parler des ondes gravitationnelles. Non, je vais pas évoquer les ministres verts qui sont arrivés dans le gouvernement. Non, il paraît que ça aura des implications sur notre vie. 100 ans après, la prédiction d'Albert Einstein se réalise puisque des physiciens annoncent avoir découvert, avoir prouvé l'existence des ondes gravitationnelles et la fusion de deux trous noirs. Alors on va essayer de se poser toutes les questions possibles, imaginables, ce qui paraît que ça aura des applications également dans notre vie. On est avec Jean-Baptiste Huet, qui est reporter à la rédaction de BFM Business, que vous entendez régulièrement. Il fait partie de l'équipe des décodeurs de l'écho. André Braille, qui est avec nous, astrophysicien, professeur à l'université Paris Diderot et au CEA de Saclay. Tiens, déjà, écoutez le son que font les ondes gravitationnelles, au moment de leur capture. Jean-Baptiste Huet, vous étiez cet après-midi, en fin d'après-midi, puisque cette découverte, elle a été annoncée à 16h. Vous étiez au CNRS qui faisait vivre cet événement, qui était associé aussi. Racontez-nous, qu'est-ce qui se passait là-bas? Écoutez, en fait, c'était une nouvelle que la communauté scientifique savait déjà depuis quelques temps, mais qui n'était pas encore officielle. Donc, il y avait en fait une demi-surprise. Vous aviez, écoutez, le responsable du CNRS, Monsieur Fuchs, qui était là. Vous aviez le ministre Thierry Mandon, à la recherche et l'enseignement supérieur. Avec Stéphane d'ailleurs demain matin. Qui était ravi. Alors là, voilà, qui a un petit peu même cocardier. Et donc, ils nous ont expliqué un petit peu, voilà, ce qui avait été découvert, à savoir ces ondes gravitationnelles. Que sont-elles? En fait, voilà, c'est des ondulations de l'espace-temps qui sont produites par certains événements cataclysmiques, comme des fusions de trous noirs ou des étoiles qui explosent. Et donc, en fait, il faut se figurer, alors c'est l'exemple qui est très couramment utilisé, il faut se figurer une mare d'eau sur laquelle vous jetez un caillou et vous observez ces petites ondes comme ça qui se propagent. C'est le même principe. Alors c'est un petit peu différent, mais l'idée est un petit peu celle-là. Voilà ce que sont les ondes gravitationnelles qui se propagent dans l'espace. Donc tout ce petit monde réuni cet après-midi au CNRS était absolument ravi. Vous aviez parallèlement une conférence de presse donc à Paris, une à Washington, aux États-Unis, aux États-Unis, je sais plus si c'est à Washington, faut que je vérifie. Et vous en aviez une en Italie également, parce que les programmes sont un petit peu liés et les conférences commençaient toutes les trois au même moment pour que les annonces soient toutes concomitantes. C'est une annonce qui excite la sphère scientifique. Et ben voilà, André Braille, on va revenir dans un instant sur ce que sont ces ondes gravitationnelles. C'est quoi un trou noir aussi, finalement, qui est à l'origine de cette découverte. Simplement, aujourd'hui, journée historique vraiment, une journée à marquer d'une pierre blanche pour les physiciens dont vous faites partie. Tout à fait. Si vous prenez l'ensemble des nouvelles, dans tous les domaines, politique, économique, social, c'est une des nouvelles importantes du siècle. Pourquoi? Du siècle. Et oui, parce que les conséquences de cette découverte, elles sont fondamentales pour la science, bien entendu, on va en dire quelques mots. Mais elles sont aussi fondamentales pour la politique, pour la métaphysique, pour l'économie, pour la philosophie et pour notre avenir. Faites-nous juste saliver. Alors je ne vais pas tout vous raconter. Non mais si, en quoi par exemple pour la politique, en quoi c'est important? Je veux dire, est-ce que les primaires des Républicains vont être impactés par cette découverte? Les Républicains, c'est un petit mouvement, c'est rien du tout. Bon, d'accord. Alors en gros, pourquoi? Dans la société, il y a deux manières de comprendre le monde. Ou bien vous croyez des textes qui sont écrits il y a 2000 ans, vous vous inclinez respectueusement et vous massacrez ceux qui ne pensent pas comme vous. C'est une approche qu'on connaît bien. Ça se fait beaucoup en ce moment. Absolument. Ou bien vous essayez de comprendre le monde. Et comprendre le monde, ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous observez ce qui se passe et que vous essayez d'interpréter. Le problème, c'est que si vous observez sans interpréter, ça n'a aucun intérêt. Et si vous interprétez, si vous avez une théorie pour laquelle vous n'avez aucune observation, c'est dangereux. On a déjà assassiné des gens pour moins que ça. Donc l'idée, c'est un aller-retour permanent entre ce que j'observe et ce que j'interprète. Alors comment comprend-on le monde? Oui, parce que comment on comprend le monde au eu égard à cette découverte faite cet après-midi? Siècle, il y a eu deux théories fondamentales. 1915-1916, Albert Einstein et quelques autres, on peut citer Henri Poincaré, on peut citer un certain nombre de scientifiques, je ne vais pas citer tous, nous ont expliqué que, à grande échelle, on expliquait le monde par la relativité générale. C'est à très grande, dans l'échelle de l'univers. On allait plus loin que Newton pour la gravitation. Et en 1930 et les années 30, à petite échelle, c'est la mécanique quantique. Vous allez dire, ouais, mais l'ordre général, c'est compliqué, ça ne me concerne pas, la mécanique quantique, j'y comprends rien, etc. En un mot, la mécanique quantique, c'est
L'infiniment petit. Comprendre la physique de l'infiniment petit. Or, je sors mon téléphone parce que j'ai pas coupé la sonnerie. Ouais. Mais ce téléphone portable, sans la mécanique quantique, il marche pas. Et sans l'intuition générale, il n'y a pas de GTS, on ne l'acquise pas. Or, actuellement, il y a des sociétés économiques qui se développent, il y a des start-up, il y a, je sais pas moi, des entreprises qui font des radars, de la détection, de l'espionnage, du contrôle de tout. Il y a des avions, il y a des voitures, il y a des hôpitaux. Tout le monde entier est fondé sur les conséquences des théories fondamentales trouvées en relativité générale et mécanique quantique. Bon. Le problème. Ça, on est en 1930, avec la mécanique quantique. Un peu plus loin quand même. Bon. Le problème, c'est que ces deux théories, en fait, ne sont pas tout à fait compatibles. Alors, est-ce que l'infiniment petit et l'infiniment grand ne sont pas les mêmes? Ou est-ce qu'il faut trouver une théorie qui recouvre tout ça, qui nous permette de comprendre tout ça? Pour l'instant, sans ces théories, le théorie de portail ne marche pas. Donc, ça a déjà des applications. Mais la relativité générale, Einstein prédit qu'il va y avoir des ondes, comme vous avez dit, c'est comme quand on jette un caillou, ou comme je dirais une gelée de veau. Vous prenez une gelée de veau, puis vous secouez, ça a bougé un petit peu. Il y a donc des ondes. Mais pour les détecter, c'est pas très facile. Parce que ce qu'on veut détecter, c'est comme si l'étoile Alpha du Centaure, qui est à 4 années-lumière, vous la déplaciez en gros d'un cheveu. Et qu'on puisse trouver ce déplacement. Et il faut un instrument un peu perfectionné. Alors on le cherche 1950, 1960, 1980. Je vais même raconter une petite anecdote où un scientifique avait prétendu, il avait un détecteur qu'il avait détecté les ondes, et en fait il y avait les étudiants qui faisaient des ébats amoureux à côté. Donc c'était pas les ondes gravitationnelles, c'était tout à fait autre chose. Hein. Et donc là on a mis le paquet. Alors les Américains ont fait cette expérience avec l'État de Washington, non pas la ville, l'État de Washington et la Louisiane. Ils ont mis les Italiens s'y met, enfin l'Europe s'y met avec l'Italie, l'Allemagne a quelque chose, le Japon construit, l'Inde construit, vous voyez. Tout le monde s'y met, et on détecte pour la première fois des ondes gravitationnelles. Alors on savait que les ondes gravitationnelles devaient exister parce qu'on a observé 2 pulsars qui tournaient autour de l'autre, prix Nobel dans les années 70. C'est quoi un pulsar? Un pulsar, c'est une étoile. Un neutron, c'est une étoile très dense, très massive, très petite. C'est quelque chose qui a la masse du Soleil, c'est-à-dire 1 million de fois la masse de la Terre, et qui ne fait que 10 km de dimension. Ah dingue. Vous imaginez la densité. Ah oui, si vous montez dans un avion en bagage à main avec un pulsar, vous ne payez pas de supplément, vous ne payez pas de supplément, mais l'avion ne décolle pas. Et donc, on a pu interpréter leur mouvement par l'existence d'ondes gravitationnelles. Mais on n'avait jamais détecté sur Terre des ondes gravitationnelles. On a envie de le faire comment? Vous mettez un grand tunnel, vous en mettez un qui est perpendiculaire. Donc vous êtes grand tunnel de 4 km. Hein, oui, 4 km. Vous en mettez un perpendiculaire, vous mettez un faisceau laser, et vous regardez les deux faisceaux, les deux lasers, comment ça a marché. S'il y a un décalage, c'est qu'il y a une onde qui s'est passée. Parce que si vous êtes sur un lac, si vous allez sur le plat, vous parcourez une certaine distance. Mais si vous montez sur les vagues, vous redescendez, vous parcourez une distance différente. Ça veut dire que l'espace et le temps sont élastiques et se déforment. Ça veut dire que toute l'industrie de demain, toutes les découvertes de demain, toutes les applications de demain devront tenir compte de ça. Et ça veut dire que nous avons actuellement 2 découvertes fondamentales, et je suis heureux d'être lié à une d'entre elles, à savoir qu'il y a probablement de la vie ailleurs que sur Terre. On commence à le renifler. Et ça veut dire que 6% va peut-être voyager dans l'espace. Et si vous voyagez dans l'espace, eh bien l'espace que vous allez franchir, vous ne voyagez pas de la même manière, selon que l'espace pulse, bouge ou pas. Quand vous C'est-à-dire que, pardon, la notion de temps pourrait bouger Non seulement elle bouge, mais le temps ne s'écoule pas de la même manière pour vous. Par exemple, je vais aller vers une étoile proche, qui est à 20 années-lumière. Je ne peux pas aller viser la lumière. Donc 20 années-lumière, c'est quoi? En millions de kilomètres? L'année-lumière, c'est la distance que parcourt la lumière une année, sachant qu'elle se déplace à 300 000 km par seconde. D'accord. Beaucoup. Mais ça fait combien de kilomètres qu'on se rend compte? Ouh là là, alors là, ça veut dire... Bon, d'accord, laissez tomber. Donc 20 années-lumière. Le studio est pas assez grand pour énorme. Zéro. Oui, oui. Ça veut dire, vous envoyez un voyageur, rapidement, il va mettre 4 ou 5 siècles pour y aller. Il dit, ça m'intéresse pas, etc. 4 siècles sur Terre. Mais le gars qui y va, il va mettre une dizaine d'années. Le temps ne s'écoule pas de la même manière pour lui. Quelqu'un au sommet d'une montagne, le temps ne s'écoule pas de la même manière pour lui que dans la plaine. À part que c'est un millionième de seconde, on le constate pas. Oui. Mais à grande distance, qu'est-ce qu'il veut dire de demain? Demain, la matière première, vous n'avez pas gratté le fond des mines pour avoir un truc. On l'a dans l'espace gratis, un filet à papillon, vous ramassez tout ça. Demain, on va pour des raisons géopolitiques, pour des raisons militaires, pour des raisons économiques, on va s'établir là. Et donc le 21e siècle est un siècle extraordinaire, alors qu'il y a des imbéciles qui nous parlent de crise. Hein, c'est un siècle de découverte. Je veux dire, les gens disent, qu'est-ce qu'ils avaient comme chance au 21e siècle? On n'avait jamais que aussi vieux, on n'avait jamais tant de découvertes, on n'avait tant d'applications. C'est là que tout a commencé. De la même manière que Christophe Colomb, quand il part sur sa caravelle, c'était pas drôle, on mourait sur le bateau, il découvre l'Amérique,
ça a quelques conséquences économiques aujourd'hui. Ouais, et donc on est en train d'écrire l'histoire de demain, et pas une déclaration de gens sympathiques et certains hommes politiques font une déclaration, on en fait un peu. Bon, mais ça c'est l'écume des jours. Juste, Jean-Baptiste, vous nous parliez tout à l'heure de ces petites ondulations. Ces petites ondulations. Ouais, mais l'espace, on peut pas le secouer comme ça nécessairement, comme une pierre qu'on jetterait sur l'eau. Qu'est-ce qui pourrait, secouer l'espace? Il faut une sacrée masse quand même, non? Là, en l'occurrence, vous avez eu, ce que je disais tout à l'heure, un événement absolument cataclysmique. 2 trous noirs qui ont fusionné. Qu'est-ce qu'on appelle les trous noirs? C'est quoi les trous noirs? Je parle sous votre contrôle, mais à la mort d'une étoile, où il y a une implosion, plutôt une implosion, elle devient très 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 lourde, elle se concentre en un point, ce qui fait que l'espace-temps, vous l'avez très bien dit, qui est souple, qui est comme une sorte de toile souple, se creuse et forme un trou, où tout est aspiré dans ce trou. La lumière, les particules, tout, et C'est pas impressionnant, c'est simplement, vous mettez beaucoup de masse dans un petit volume. Vous mettez 4 fois la masse du Soleil, 4 millions de fois la masse de la Terre, dans 3 kilomètres. Je vous prenez, par exemple, pour faire un trou noir, si vous voulez que la Terre se transforme en trou noir, prenez la Terre, mettez dans un morceau de sucre. C'est dense, hein. Et ça fait un trou noir. Mais un trou noir, c'est simplement que un trou noir, ça veut dire que vous en échappez pas, même la lumière s'échappe pas. C'est-à-dire, si vous voulez quitter la Terre, on sait qu'il faut lancer une fusée à 11,2 km par seconde. Donc, si vous lancez un ballon de football avec des grosses cuisses à 11,2 km par seconde, vous évadez. Plus la masse est grande et plus la taille est petite, plus c'est dur de s'évader. Et pour s'évader d'un trou noir, il faudrait dépasser 300 000 km par seconde. Et là, c'est la vitesse de la lumière. Donc la lumière, qu'est-ce qu'elle fait? Elle sort pas. Donc un trou noir, ça rien de mystérieux. Simplement qu'on peut pas aller faire une expérience, qu'on peut pas voir ce qu'il y a dedans. Simplement, c'est un truc très dense. Et très dense, très petit, et que ça rentre en dense, ce que vous venez de dire. Quand ça se rend dense, ça fait boum, ça bouge l'espace. Alors le problème, si vous avez, il y a d'autres trous noirs qui sont au centre des galaxies, qui eux font des centaines de millions de fois la masse du Soleil, donc des millions de millions. Le trou noir dont on parle, c'est 30 masses du Soleil. Oui, c'est des petits trous noirs. Hein, au effet astronomique, c'est petit. Alors le problème, si vous prenez un très gros trou noir, les ondes qu'on a dans l'univers, elles sont très grandes, et il faudrait le faire sur une base colossale. La Terre est trop petite pour qu'on fasse la mesure. Et on pense envoyer des sondes spatiales qui vont mesurer ça sur une très grande échelle. C'est une des choses qu'on va faire. Et pour avoir ce qu'on vient de détecter, il faut des trous noirs pas trop gros. Parce que ceux-là, les ondes sont plus petites, et vous savez très bien que c'est plus facile de trouver des vagues qui sont très rapprochées qu'une houle qui est très longue. Donc à la fois l'aventure elle est formidable, et dans toute l'histoire, voyez bien que c'est l'obscurantisme contre la science. Quant aux jeunes, on leur raconte l'histoire scientifique. Quand on dit qu'on fait plein de découvertes, quand on dit qu'on découvre le monde et tout, moi c'est mon expérience dans certaines banlieues dites difficiles, les gamins, les yeux sont comme ça. Et vous en avez toujours 2-3% d'irrécupérables, ça va être autrement. Donc si on veut résoudre les problèmes actuellement de ceci, de terrorisme ou autre, bon, on envoie la police, l'armée, c'est bien. Mais à long terme, la seule solution, c'est l'éducation, la culture et la science. C'est ça qui est important. Donc c'est non seulement économique l'intérêt, mais il est pratique. Aussi. Et c'est une journée historique, vous allez me le confirmer, parce que évidemment cette découverte valide la théorie de la relativité générale. Oui, parce qu'on en cherchait d'autres. Et oui, c'est ça. Et puis en même temps, ça prouve d'une manière concrète l'existence des trous noirs, parce que jusqu'à présent, ces fameux trous noirs dont on parle, on les observait, mais de manière détournée par d'autres. Là, grâce à ces ondes gravitationnelles, c'est la preuve directe de l'existence des trous noirs. Et puis surtout, ça va nous ouvrir une nouvelle ère de l'exploration spatiale, parce que jusqu'à présent, quand on observe les étoiles, quand on observe les phénomènes cosmiques, c'est avec de la lumière visible, c'est avec des rayons X, c'est avec des infrarouges, c'est avec des choses qui sont souvent déviées par la courbure de l'univers, qui sont modifiées par le poids des planètes, des phénomènes, et dit que ça sera plus fiable. Les ondes gravitationnelles, et ça je pense que c'est primordial, elles traversent tout sans déformation. Elle traverse la matière, elle traverse l'univers sans être déformée, sans être arrêtée. Donc elle nous livre finalement une image de l'univers particulièrement fidèle. Et ça, c'est assez... Et vous savez que les trous noirs... Une image de l'univers, une image du passé également. On peut remonter le temps, voir ce qui s'est passé au moment du Big Bang ou pas? Oui, alors, par exemple, pas du Big Bang. Le Big Bang n'arrive pas. Contrairement à ce qui est dit à beaucoup d'endroits, le Big Bang n'est pas le début de l'univers. C'est pas un phénomène particulier. Simplement, l'univers est en expansion. On monte le film en arrière. Il y a un moment, tout ça était très, très dense, très petit. Et la théorie de la relativité générale ne marche plus. Et celle de la mécanique quantique ne marche plus non plus. Autrement dit, nous n'avons pas de théorie physique pour expliquer ce qui se passe. Ça ne veut pas dire qu'il ne s'est pas passé quelque chose. Mais ce quelque chose n'est pas une explosion, n'est pas quelque chose d'extraordinaire. C'est que nous, on ne comprend pas. On va pouvoir savoir ce qui s'est passé? On va pouvoir remonter sur des milliards d'années? Vous voyez très bien la question de nos origines. Il y a quelques conséquences métaphysiques, philosophiques, sociologiques, etc. Et en fait, l'origine. Il n'y a pas d'origine. Parce qu'on ne peut pas créer quelque chose à partir de rien. Donc quand on parle de l'origine, c'est qu'il y avait un truc avant. S'il n'y avait rien,
ce rien n'aurait pas la puissance à autre chose. Donc ce truc avant, il y avait un autre truc avant. Et donc nous, qu'est-ce que nous faisons? Nous allons de plus en plus en arrière. Au 19e siècle, enfin, il n'y a pas si longtemps, on croyait que la Terre avait 6000 ans. Il y a encore des imbéciles aux États-Unis et au Moyen-Orient qui croient que la Terre a 6000 ans. Les fameux fondamentalistes qui votent pour le Tea Party. Hein, bon, ben, on a compris après que c'est des millions d'années, puis c'est des milliards. Et aujourd'hui, nous, astronomes, on comprend les 13,7 milliards d'années qui ont précédé. Et je dis, laissons un peu de travail pour les successeurs, qu'ils soient pas au chômage, on ira un peu plus loin après. Mais en aucun cas, le Big Bang d'un truc extraordinaire, une explosion. Pas du tout. C'est qu'on arrive au moment où notre théorie marche plus. Mais c'est pas parce que je comprends pas que c'est mystérieux, ou que c'est magique, ou que c'est, non. Et c'est avec ces choses-là, parce que jusqu'à présent, les choses qu'on voit dans l'univers, c'est la lumière. Qu'est-ce que c'est que la lumière? Des électrons qui bougent. Mais la matière est faite de quoi? Elle est faite de protons, d'autres choses. Et ça, on le voit pas. Et les ondes gravitationnelles nous donnent un autre accès aux objets de l'univers. C'est-à-dire que là, ce que vous dites, on va pouvoir voir des objets qu'on ne pouvait pas voir jusqu'à présent? Oui, on va sonder des choses qu'on peut... par exemple, Joseph, un trou noir, la physique ne va pas. Si un jour je me fâche avec vous, je suis... Jamais, vous êtes trop sympa. Mais imaginez, et je vous jette dans un trou noir. Bon, moi, vous êtes instantanément vaporisé. Vos protons, vos électrons, tout ça, ça s'en va, etc. Moi, je regarde la chute, elle dure un temps infini. Je dis, il va tomber, autrement dit, le temps ne sera pas le même pour moi qui regarde et pour vous. Et bien, les questions de temps, d'espace, c'est notre vie, c'est notre compréhension du monde, c'est avancer. Et vous voyez très bien, devant ce monde, est-ce que je vais dire un texte écrit il y a 2000 ans, je vais m'incliner devant le texte, puis ceux qui pensent pas comme moi, je les massacre, ou bien est-ce que j'essaie de comprendre? C'est ce que nous essayons. Et la différence avec des textes qui n'ont pas bougé depuis 2000 ans et la science, c'est que la science, elle évolue sans cesse. On progresse sans cesse. De temps en temps, on peut se tromper. C'est pour ça qu'un scientifique ne vous dit jamais la vérité, mais il est capable de vous dire ce qui est faux. Donc ce que disait Jean-Baptiste Huet est vrai, c'est-à-dire qu'on va pouvoir découvrir, avoir affaire à une nouvelle astronomie quelque part. C'est un premier pas. Une nouvelle perspective, c'est des premiers pas, voilà. C'est-à-dire quand Einstein éclaire la théorie générale, personne n'imagine le téléphone portable, les avions et ce qu'on fait aujourd'hui, personne ne l'imagine. Et les conséquences économiques qu'on a. Concrètement, ce qui nous reste 5 minutes, je pense qu'il faudrait consacrer 2 heures avec vous deux. Pas suffisant. Pas suffisant. 3-4 jours. Si vous voulez. Bon, très bien. On va supprimer Tekenko après. Vous allez rester, ça va être Timothée qui va faire la tête. Dans notre quotidien, alors, concrètement, allez, on est en 2016. Voilà, oui. Cette découverte a eu lieu cet après-midi. On prouve l'existence des ondes gravitationnelles. On prouve la fusion, donc, de 2 trous noirs. Concrètement, à quelle échéance, voilà, ma vie va changer? Alors ça, c'est justement une chose qui est extrêmement difficile à prédire. Je veux dire, franchement, l'histoire du téléphone portable, pour mes parents même, c'est pas si vieux que ça. On pensait que c'est un truc de science-fiction. Oui, en science-fiction, les gens prenaient une boîte, ils communiquaient en disant, non, oui, c'est rigolo, mais c'est pas compréhensible. Et en très peu de temps, on est passé d'un moment où on allait dans la cabine publique, on mettait des jetons, on attendait et tout. Mais tout le monde en a. Il y a même, je vois les gens, je me dis comment ils faisaient avant. Mais j'aurais été incapable, vous m'aviez posé la question en 1980, de vous dire ça va venir à tel moment. Ouais. C'est-à-dire qu'en gros. Donc là, par exemple, vous savez pas me dire concrètement en 2017 ce qui va se passer en 2018 dans mon quotidien grâce à ça. Quelqu'un de génie peut trouver que du coup, l'espace-temps étant comme ça, il va construire une machine qui a telle propriété, qui améliore aussi bien, je sais pas, les avions, l'hôpital, la vie, tout, etc. Et dans 3 ans, pour avoir un truc superbe, et lui fera fortune parce qu'il aura pensé avant les autres, ou bien il peut y avoir une application dans 70 ans. Je sais pas. Et c'est ça la surprise. Et puis peut-être des implications industrielles au fait, parce que pour construire de tels interféromètres, c'est comme ça que s'appelle cette machine aux États-Unis, enfin et en France et en Italie qui capte comme ça les ondes gravitationnelles. C'est-à-dire ces grands tunnels. Voilà, ce grand tunnel de 4 km sous vide. D'ailleurs. Il se trouve où ce tunnel là? C'est sous à moitié sous terre et puis ça se prolonge sur 3 km. L'État de Washington et puis la Louisiane. D'accord. Entièrement sous vide, évidemment, parce que tout est suspendu. Il faut qu'il n'y ait aucune vibration. Si vous avez un camion qui passe à 10 km, c'est pas possible. Donc voilà, tout ou un couple qui s'ébat, comme le disait André Braic, bien sûr. Exactement. Et donc ça coûte. Faut se battre à côté, pas trop près. Bon, ça coûte très cher, mais effectivement, c'est de la recherche pour les entreprises. Les miroirs qui sont utilisés, par exemple, dans ces interféromètres, sont polissés à Lyon par une entreprise lyonnaise. C'est même plus du polissage. On est au micron de micron de micron. C'est des miroirs qui sont plus parfaits que ceux qu'on trouve dans le télescope spatial Hubble. Et puis il y a l'avenir de l'interférométrie. Si aujourd'hui on peut calculer toutes ces ondes sur Terre, demain on pourra les calculer dans l'espace, à partir de satellites. C'est-à-dire qu'on aura des satellites qui fonctionneront de la même manière pour capter toutes ces ondes, mais dans l'espace, c'est-à-dire, alors cette fois-ci, sans aucune interférence. Et donc, on pourra voir beaucoup mieux, beaucoup plus loin. Et ça, c'est à échéance très rapide. C'est à 2024, 2030. C'est une mission qui existe, qui s'appelle LISA Pathfinder. Il y a déjà un premier satellite qui est en train de tester le fonctionnement, savoir si le principe marche. Et donc, on pourra encore chercher plus loin, creuser plus loin, aller voir plus loin. On pourra communiquer encore plus vite. On pourra communiquer encore plus vite, André Braic. Pas forcément plus vite, mais différemment. Et vous allez dans votre sens. Comment ça se passe, la recherche? On va donner quelques dizaines ou centaines de millions d'euros à un industriel à qui on dit, tu me construis un instrument qui doit être parfait. L'industriel qui reçoit une telle somme, il avance. Il devient le premier du marché.
Et c'est pas hasard si les États-Unis, par exemple, financent autant leur recherche, c'est une manière de financer leur industrie. Et nous, en Europe, on discute, on fait des réunions, on n'avance pas, on est un peu mollasson. Et les ondes gravitationnelles, les tunnels comme ça en Europe, on aurait pu les faire il y a 15 ans. Mais on s'est réunis à Bruxelles, on a discuté, on a dit qui paye quoi, etc. Et le truc européen qui est mis en Italie, il va marcher, mais après. L'Europe a pris du retard, ou l'Europe qui est associée au projet va pouvoir en tirer profit quand même malgré tout? Il y a eu, je crois, une collaboration intense entre les scientifiques européens et américains, bien sûr, mais c'est vrai que le projet Virgo, qui est le même principe, mais qui est en Italie, n'a pas encore démarré, ou va démarrer incessamment sous peu, dans quelques semaines pour le coup. Il y avait des réticences, il y avait des gens qui ne croyaient pas du tout à ça. L'histoire de trouver des planètes extrasolaires, par exemple, on avait un projet français extraordinaire. Bon, c'était meilleur que tout. On a mis 20 ans pour le mettre et finalement il manque un peu de sous, on va demander l'aide des Italiens et tout, les Américains du coup l'ont fait avant, et rapidement. C'est-à-dire qu'on n'est pas réactif en Europe. Quand il se passe quelque chose, on y a la commission, et en gros, les gens qui se réunissent là, c'est des bureaucrates. Et les bureaucrates ont ici l'exploit suivant, c'est que les chercheurs européens et français, ils font plus de recherche, ils font du papier. Et la situation de la recherche en France, et ça, économique, c'est important, c'est comme si la SNCF recrutait des conducteurs de locomotives, mais oublie d'acheter les locomotives. Donc les conducteurs passeraient longtemps à faire des dossiers pour acheter les locomotives à un bon prix. Les chercheurs passent leur temps à faire des dossiers pour avoir de l'argent. Mais comme ils ont passé leur temps à faire un dossier, ils n'ont pas le temps de faire de la recherche. Et c'est là où l'Europe... On devrait dire aux chercheurs, vous avez un poste ? Bossez, vous êtes fait pour l'argent, pas fait pour la bureaucratie. Mais les gens de Bruxelles, les gens qui ont fait Sciences Po, l'ENA, HEC, enfin, toutes ces écoles, tout à fait honorables, mais dans lesquelles il n'y a pas un mot de science, n'ont pas compris ce que c'est que l'innovation, que quelque chose de nouveau, que la recherche, et que notre avenir, il est là. Et pas dans le papier qu'on fera. Ouais, c'est vrai, dernier mot, c'est vrai que jusqu'à présent, cette captation des ondes gravitationnelles, cette interférométrie, comme on dit, ça passionnait pas forcément les foules, ça passionnait pas forcément nos hommes politiques. C'est vrai que c'est une partie un petit peu obscure de la recherche qui est pas très connue, et pourtant qui n'est pas si cher que ça. J'ai un autre scientifique, Jean-Pierre Luminet, qui disait finalement que le coût, c'était inférieur en une demi-heure de guerre en Irak, ou que ça restait inférieur à celui d'un avion. Le coût financier mis en jeu n'est pas si considérable par rapport à d'autres sciences. On l'estime à combien, André Braic? Oh, là, on est à quelques centaines de millions d'euros, mais j'en ai un exemple. La sonde Cassini autour de Saturne, à laquelle je suis associé, ça a coûté 4 milliards d'euros. Oh, c'est une somme. Alors, je dis en plaisantant, je connais des banquiers avec 4 milliards d'euros, on fait moins bien que nous, quand même. Mais ces 4 milliards d'euros, c'est 17 pays, c'est 40 ans, et chaque citoyen, c'est un petit centime. On va le rappeler, les anneaux de Saturne, c'est vous, hein? Non, moi j'ai dit quoi, les anneaux de Neptune. C'est Galilée. Les anneaux de Neptune, je suis pas né en 1550. Je suis né un peu après. Ah bon? Neptune, pardon. Et vous savez que j'ai appelé les arcs de Neptune qu'on a trouvé liberté, égalité, fraternité. Et donc, la liberté, égalité, fraternité marque les confins du système solaire. Donc ne voulaient pas les Américains et trouvaient ça trop français. Je leur ai répondu que la liberté n'était pas française, mais universelle. Bon. Et le nom a été adopté. Donc très bien. Nous marquons la... Sacrée journée donc aujourd'hui. C'était une belle journée, mais ça va continuer. Ce n'est pas la fin d'une histoire, c'est le début d'une aventure. Bon, très bien. Merci à tous les deux. Jean-Baptiste Huet, donc reporter dans l'équipe des décodeurs de l'Écho. Et puis André Braic, astrophysicien, professeur à l'université Paris Diderot et au CEA Saclay. Merci, c'était génial. Merci à vous. On a passé un moment. Rediffusion évidemment de toute l'émission comme tous les soirs, 23h à la télé, à la radio et puis à tout moment sur le site internet. Je pense qu'on le mettra dans le best-of du week-end. Vous allez pouvoir vous revoir ce week-end. Oui, parce que voilà, on marque justement d'une pierre blanche cette date du jeudi 11 février. Bonne soirée à tous, bonne nuit, à très bientôt. Les décodeurs de l'Écho sur BFM Business.